L'invité de Smart Impact est avec nous en visioconférence en duplex. Bonjour Stanislas Milsan, vous êtes directeur environnement, recherche et développement de Moët et Chandon. Vous dévoilez un programme d'agroécologie qui a été lancé il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an, c'est ça? De quoi s'agit-il? Bonjour Thomas Hugues, effectivement oui, je viens vous parler de Natura Nostra, un programme qui a été lancé en 2021, alors que cette année nous fêtons les 280 ans de la maison. La maison a souhaité mettre en avant l'agroécologie au travers d'un programme ambitieux de restauration de corridors écologiques. Si vous avez la chance de traverser la Champagne, d'y venir, vous verrez que souvent on a des forêts sur les plateaux, on a nos vignes qui sont sur les coteaux, et puis dans la plaine, on a des grandes cultures. Et il nous est apparu important de restaurer une continuité entre ces forêts qui sont des réservoirs écologiques et puis la plaine champenoise, et donc de remettre des arbres au cœur de nos vignes. Et alors ça a commencé donc il y a près de 2 ans. Quels sites, où sont déployés les premiers kilomètres de corridors écologiques? Alors on a commencé par travailler avec les collectivités, en l'occurrence la mairie d'Épernay, qui avait identifié dans un atlas de la biodiversité un certain nombre de trames vertes à restaurer. Et il se trouve qu'une de ces trames vertes traversait une propriété de la maison qui s'appelle le Fort Chabrol, au cœur d'Épernay, entre la forêt d'Épernay et la vallée de la Marne. Et donc c'est là, dans ce lieu historique, puisque c'était là qu'était établie la première école de viticulture de Moët et Chandon à la fin du 19e siècle, pour mettre en place la technique du greffage, pour lutter à l'époque contre le phylloxéra. C'est donc à Fort Chabrol qu'on a planté 1743 arbres en hommage à l'année de fondation de la maison, avec nos collègues, pour pouvoir donc restaurer ce corridor entre la forêt d'Épernay et la vallée de la Marne. Et ces 1743 arbres plantés par nos collègues, ils bénéficient à l'ensemble des riverains, puisqu'on est pratiquement en ville, à proximité d'un collège. Et donc, on est content de voir la biodiversité revenir au cœur de la ville. Et donc, chaque année, je crois, il y a ces journées biodiverses. Ensuite, ça a été à Romont, site il y a beaucoup d'actions d'ailleurs en faveur d'une agriculture régénératrice qui y sont menées. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Donc l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui veut prendre soin des sols. Et pour nous, le sol, c'est un patrimoine important. On a la chance d'avoir des vignes qui sont là depuis quelques dizaines, voire des centaines d'années. Et néanmoins, il faut que nos sols et nos terroirs fonctionnent bien. Donc on veut prendre soin des sols. C'est pour ça qu'en 2020, on a décidé d'arrêter les herbicides, et que ça faisait suite à une longue démarche de certification viticulture durable en Champagne dès 2014, par exemple. Donc on a arrêté les herbicides et on veut retrouver une vie des sols. Et donc, outre les haies dont on a parlé, les arbres qu'on remet au cœur des vignes, on veut aussi remettre avec de l'herbe, quelquefois des couverts végétaux. Donc on a aujourd'hui 50 hectares de couverts végétaux qui sont plantés entre les rangs de vignes, de manière à ramener d'autres formes de vie au sein du vignoble. Et puis on a aussi des programmes d'éco-pâturage. Les moutons sont de retour dans les vignes après les vendanges et avant que la végétation ne redémarre au printemps. On a aujourd'hui 220 moutons qui pâturent à peu près une centaine d'hectares de vignes, pour éviter là aussi le passage de tracteurs, l'utilisation de travail du sol, qui certes est une méthode intéressante, mais qui provoque à long terme le tassement de nos sols, parce que malheureusement les tracteurs qui certes pour certains sont électriques, mais ces tracteurs sont relativement lourds, et donc on a des phénomènes de compaction des sols. Donc on a une nouvelle boîte à outils qui se met en place progressivement. On a effectivement des haies, des arbres, on a ces couverts végétaux qu'on essaie d'instaurer et qu'on vient détruire juste avant le printemps, pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre le plant de vigne et ces couverts végétaux. Ça forme une sorte de paillage, et du coup ça permet d'économiser de l'eau, ça permet d'éviter une température au sol trop importante. Et puis enfin, on a nos fameux moutons qui nous permettent au cas par cas de venir en hiver traiter des herbes, des adventices qui seraient restées en nombre trop important à proximité des vignes. En termes de rentabilité, parce que quand on est une maison de champagne aussi mondialement célèbre que la vôtre, est-ce qu'on cherche c'est peut-être une question à côté de la plaque, hein, mais je l'assume, on cherche à étendre les hectares de vignes pour pouvoir produire encore plus? Est-ce que c'est limité, réglementé? Comment ça se passe? Parce qu'on va vous dire, vous créez des corridors écologiques, c'est moins d'espace pour les vignes. Alors,
Oui, effectivement, c'est un peu moins d'espace pour les vignes. Aujourd'hui, on a la chance d'être à la tête du premier vignoble de Champagne avec à peu près 1200 hectares de vignes, ce qui est aussi une responsabilité. Et on travaille avec des partenaires vignerons. Pour nous, l'enjeu de cette viticulture plus durable, de cette agroécologie, c'est d'abord de garantir la quantité et la qualité des raisins, très clairement, puisqu'on a besoin de nourrir la croissance de nos marques avec des vins toujours de très grande qualité. Donc ça, c'est notre objectif premier. Mais néanmoins, on est persuadé que face au changement climatique, qui est une réalité en Champagne, la biodiversité est une des réponses les plus adaptées à ce défi qu'est le changement climatique. Le changement climatique, il est d'actualité parce qu'on voit par exemple les dates de vendange avancées. On sait qu'on a des raisins qui sont aujourd'hui un peu plus sucrés. Alors on était à la limite nord de la culture de la vigne, donc c'est plutôt pour nous à ce stade garant de qualité, mais néanmoins, on voit aussi arriver de nouvelles maladies, par exemple, et on se dit que si on a des haies à proximité de nos vignes, on vient cloisonner un peu notre vignoble, on va avoir des auxiliaires, par exemple des oiseaux, qui pourraient demain nous aider à lutter contre des nouveaux porteurs de maladies, des nouveaux insectes qu'aujourd'hui on n'a pas encore dans le vignoble champenois, mais quand on voit la progression de certaines maladies, et je pense à la flavescence dorée par exemple dans le sud de la France, qui remonte progressivement, eh bien on se dit que avoir de la biodiversité, ça peut être un bon moyen de lutter contre ces nouveaux ravageurs potentiels. Alors, vous avez un petit peu répondu à la question, mais donc vous décidez d'arrêter les herbicides, je crois que c'est 2020, hein, c'est ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Par quoi vous le remplacez? Par un dispositif un peu global que vous venez de nous décrire? Comment ça se passe? Alors en fait, quand on arrête les herbicides, d'abord c'est le fruit de 10 ans de travail. On ne fait pas du jour au lendemain en se réveillant un beau matin en se disant ah les herbicides c'est pas bien, on va arrêter. Non, on se rend compte qu'effectivement on peut peut-être travailler différemment, que nos grands-parents travaillaient sans herbicides et que néanmoins ils faisaient des vins de grande qualité. Donc on doit pouvoir y arriver, y compris en Champagne. Et donc là, on tâtonne, on fait des essais et vous savez qu'on a différentes situations. On peut avoir des vignes en coteaux avec des pentes qui sont quelquefois fortes, des vignes sur des terroirs un peu moins exposés. Et donc on tâtonne et au bout d'une dizaine d'années, on a les solutions techniques avec en particulier du travail du sol, c'est-à-dire qu'on vient gratter superficiellement le sol entre 5, 6 ou 7 fois par an selon les années pour arriver à maîtriser l'herbe qui vient en concurrence avec la vigne. Au passage, on a effectivement une concurrence accrue de l'herbe avec la vigne, donc on a une petite perte de rendement qui a pu atteindre 15% pendant quelques années, le temps qu'il y ait un nouvel équilibre qui se crée, parce que la vigne, du coup, va plonger ses racines un peu plus profond et elle va aller chercher l'eau et les nutriments en profondeur, là où elle avait tendance à les chercher en surface, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc il y a un équilibre à retrouver, et cet équilibre, il se refait au bout de quelques années, quelques saisons. Et donc, on arrive à maîtriser l'enherbement en passant régulièrement avec des engins mécaniques. Le souci de ces engins, c'est que ce sont des tracteurs enjambeurs, puisqu'on a des vignes assez étroites en Champagne, donc ils passent par-dessus les rangs de vignes, ils sont relativement lourds, et même si on a investi dans des tracteurs électriques, aujourd'hui on en a une douzaine, qui représentent une partie de notre parc, ces tracteurs lourds, à force de passer plus fréquemment dans les vignes, finissent par tasser les sols, d'où une impasse un peu technique, et d'où l'idée de se dire, peut-être qu'on pourrait limiter le nombre de passages de tracteurs, par exemple, imaginant de mettre en place des couverts végétaux entre les rangs de vignes, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, et les détruire au mois d'avril de manière à faire ce paillage que j'évoquais tout à l'heure, de faire passer peut-être des moutons, et puis aussi d'innover avec des matériels un peu plus légers, des engins autonomes accompagnés par nos collègues vignerons pour pouvoir traiter le sol de manière efficace en étant beaucoup moins lourd et donc en ayant moins d'impact sur la vie des sols. Pardon de vous interrompre. Donc ça veut dire que vous continuez, on le comprend bien, hein, vous êtes également en charge de la recherche et développement, vous continuez d'innover et de chercher. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a encore des produits phytosanitaires, est-ce qu'on pourrait imaginer faire du champagne, là on parle de champagne, sans aucun produit phytosanitaire, ou est-ce que ça c'est illusoire? Alors, les produits phytosanitaires, il y en a 3 grandes familles. Il y a les insecticides, et là, on a la chance d'avoir des solutions dites de biocontrôle qui nous permettent de nous en passer. Biocontrôle, c'est par exemple ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors, ce sont des capsules de phéromones qui diffusent et qui empêchent les papillons mâles et les papillons femelles d'une espèce bien spécifique de se rencontrer et du coup de produire des larves qui viennent s'attaquer aux raisins. Donc ça, on a une solution écologiquement favorable. Les herbicides, je vous ai dit, on s'en passe maintenant. Donc ça, pareil, on a décidé d'arrêter, on y arrive
On a quelques enjeux de R&D, mais on continue d'avancer. Le gros enjeu ensuite, ce sont les fongicides qui permettent de lutter contre des maladies dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont le mildiou et le idium, par exemple. Donc en bio, il y a des solutions qui existent avec, par exemple, la bouillie bordelaise. Néanmoins, ça reste des produits, certes, qui ne sont pas d'origine chimique, mais ça reste des produits de traitement de la vigne. La solution ultime serait éventuellement d'avoir des plants de vigne résistants aux maladies. Et là, il y en a certains qui commencent à arriver grâce au travail de la recherche. Et en particulier en Champagne, on a un premier cépage qui pourrait être proposé, qui s'appelle le Voltis, qui est en cours d'expérimentation, qui a été autorisé au cahier des charges de l'appellation il y a quelques mois. Et les premiers plants de Voltis ont été plantés cette année. Mais ça veut dire qu'on renoncerait, aujourd'hui on ne peut pas mettre 100% de Voltis sur l'appellation. Vous imaginez bien qu'une vigne, quand on la met en place, elle reste quelques dizaines d'années. Donc il va falloir faire un changement progressif. Et puis surtout, on cherche d'autres cépages résistants de manière à garder le style propre au vin de Champagne. Donc là, il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup, merci pour tous ces détails, Stanislas Milsan. À bientôt sur Bismart. On parle production de fruits. Quels sont les effets du réchauffement en France ?